Mes arrière-grands-parents étaient médecins tous les deux. Mon père avait été très imprégné par cette culture de médecin. Il a fait carrière dans les motos de course, donc rien à voir. Mais j'ai gardé cette espèce de mythe du médecin un peu familial. Et puis je montais à cheval et puis veto s'est imposé en fait. Prof d'anglais. Alors, véto-comportementaliste, dans ma discipline, dans ma formation, c'est la psychiatrie vétérinaire. C'est la partie médicale qui s'occupe des problèmes de comportement. Donc, au même titre que le psychiatre en humaine, tu vas faire le lien avec les maladies physiques, les maladies comportementales qui sont inhérentes aux chiens, genre les troubles du développement. Et puis, on aborde aussi dans la formation en psychiatrie vétérinaire en France, on a aussi une grosse partie liée à la communication avec les propriétaires, du chien avec ses propriétaires et du vétérinaire avec le propriétaire. Moi, je n'ai pas du tout de sensation de frustration dans ma discipline. Après, j'ai des déconvenues avec certains propriétaires qui prennent le diagnostic complètement à l'envers ou qui te mettent un avis Google et tout. Mais objectivement, quand tu regardes les avis de Google de tes confrères, tu vois qu'on est tous soumis à ça. Le fait d'ouvrir un peu son esprit, je trouve, à tout ce qui se passe en dehors de juste le rapport médical sur l'animal, d'ouvrir son esprit à ce qui se passe avec le propriétaire, fait que quand tu as un échec, ou tu as en tout cas une perte d'alliance, ou que les gens quittent la thérapie ou la prise en charge plutôt que la thérapie, tu arrives à l'expliquer. Tu vois à quel moment tu les as perdus, tu sais ce que tu leur as dit que tu n'aurais pas dû dire, tu sais quel effort tu leur as demandé qu'ils n'étaient pas prêts à consentir. En comportement, des fois, assez souvent, tu te retrouves dans la situation où le remède est pire que le mal en fait. Et finalement, la façon de résoudre le problème va leur coûter plus d'efforts que de supporter le problème. La différence entre le comportement et une autre discipline, c'est que, pour faire très caricatural, le chirurgien, le fémur il est pété, quoi. Faut le remettre pour qu'il fonctionne. En médecine du comportement, les gens arrivent avec une problématique, un comportement problème, et des fois ce comportement problème, il ne correspond pas à une pathologie du comportement, c'est un comportement normal pour un chien, mais ça les gêne. Si tu recadres le truc, que tu donnes le diagnostic, tu dis pourquoi l'animal il est comme ça, en fait des fois ça leur suffit à supporter ça ou à juste l'éviter, quoi. Non, frustrant, pas du tout, c'est trop passionnant, moi j'aime trop ma discipline. Quand quelqu'un, un bipède, a un problème dans la vie, les générations dessus, nos parents, grands-parents, ils ont tous toujours tendance à dire « mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il soit comme ça ?» Et les gens raisonnent de la même façon avec leur animal. Ils ont toujours tendance à aller chercher l'événement fondateur, comme si on était tous à niveau égal avec un événement fondateur qui te fait basculer dans la pathologie. Alors qu'en fait, il y a une notion de vulnérabilité, d'individualité en fait, qui fait que si tu as des fragilités, qui s'exprime, par exemple, un chiot de 4 mois qui est très craintif ou qui ne s'exprime pas, avec un chiot qui est sur le fil mais ça ne se voit pas encore, il va suffire d'un petit traumatisme ou d'un petit événement pour le faire basculer dans la pathologie. Là, je suis en train de travailler, je prépare un sujet pour demain là, sur l'effet placebo et j'essaye de le relier vers le pouvoir de l'intention, là, sur tous ces bouquins de développement personnel qu'on voit. Si vous y croyez vraiment, ça va finir par se passer. J'essaye de rationaliser un peu ce sujet-là. Et il y a des publications quand même, vraiment sur l'effet de l'esprit sur le corps et tout ça. Et en fait, dans ma conclusion, je parlerai de tous ces troubles de la relation sociale où en fait, tu as des gens qui viennent avec un chien qui lave la patte, qui leur grogne dessus et en fait, il y a une incohérence complète dans l'interprétation que les gens ont de leur chien. Et dès que tu recadres un peu pourquoi leur chien fait ça et que tu leur fais changer leur vision du monde, si tu arrives à avoir la bonne punchline ou la bonne explication et à leur parler, et en fait, tout se remet dans leur tête différemment, ils voient le problème sous un autre angle. Et dès le soir même, tu as des effets sur le chien en fait. Et je leur dis, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il a compris tout ce que j'ai dit et dès ce soir, ça va aller mieux. Et j'arrive à voir dans quelle situation ça va se passer. Et en fait, la question n'est pas de savoir s'ils pensent que le chien a compris tout ce que j'ai dit. C'est juste que ça les fait rigoler et qu'effectivement, à la consulte d'après, ils viennent et ils me disent, c'est vrai, il avait compris tout ce que vous avez dit parce que les gens, ils avaient changé de regard sur leur chien et du coup, il y a des choses qui se passaient mieux tout de suite. Ouais. Alors, à mon avis, c'est quand même un peu... je pense qu'il y a eu des études qui ont été faites, mais c'est un peu dur à objectiver. Dans les refuges SPA, je pense que la plupart des animaux qui se retrouvent là, qu'ils soient abandonnés ou simplement laissés dans la rue et pas réclamés, c'est probablement à cause de problèmes de comportement. Est-ce que c'est des problèmes de comportement ou des gens qui ont un problème avec le comportement de leur chien, Il faut bien différencier les deux, mais dans les deux cas, ouais. J'ai pas de préférence. Vraiment, Alors, objectivement, plus Paris par ma culture. Après, maintenant, je pourrais pas vivre à Paris. Je suis ravie de venir bosser à Paris et je me mets une bonne grosse dose pendant 4 jours et après, je rentre chez moi. J'adore.
J'ai des musiques très classiques, mais en ce moment, celle qui, j'arrive pas à m'en lasser, c'est Du propre de Ralsan. Celle-là, elle me réveille bien le matin. Stranger Things. C'est pareil, ça dépend vraiment de l'émotion, mais je pense qu'un film qui allie en plus la musique et tout, c'est Pulp Fiction. Bah pas un bulldog, hein, putain. Bah un chat, c'est bien. Je vais quand même dire le Québec. Les deux. Enfin, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé conduire, beaucoup conduit, et la moto, c'est plus la culture. Ma plus grosse Madeleine de Proust, c'est l'odeur de l'essence sur les circuits vitesse. Alors, c'est pas forcément le dernier, mais c'est celui qui me revient, c'est King Kong Theory de Virginie Despentes. Ce livre, c'était une super belle opportunité. Et, enfin, moi, dans ma vie, j'ai souvent eu des petits... des déclenchements qui tiennent vraiment à pas grand-chose, en fait. Un petit coup de pouce, un petit coup de bol. Et en fait, j'avais un projet de livre, mais c'était pas bien ficelé. Je voulais écrire quelque chose. Et puis, en fait, c'est Nicolas Massal et Edith Beaumont, qui sont vétérinaires comportementalistes, qui écrivaient une série chez Erol et qui m'ont proposé de faire un titre. Et ça a été super parce que ça m'a mis le pied à l'étrier dans un format assez cadré. Donc en fait, ils m'ont offert un format et c'était aussi assez rigolo parce qu'au début, je savais pas comment prendre le truc, le ton, j'ai eu du mal et tout. Et j'ai envoyé le premier chapitre et puis Nicolas m'a dit oui, c'est un peu empoulé, ou enfin il me l'a dit gentiment et puis je l'ai pas bien compris. Et puis il me l'a dit un peu plus fermement où j'ai reçu le mail et voilà, il m'a dit lâche-toi et fais juste du Jasmine. Et puis après c'est parti. N'aie pas peur de te disperser, parce qu'en fait, je trouvais que mon parcours ressemblait juste à rien. Et en fait, vu après coup, c'était très bien comme ça, et ça prend tout son sens, mais après, en fait. Comme beaucoup de choses, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'engagement. Je suis chiante. J'ai évidemment pas de clé globale parce que moi ça correspond à ma vie, mais moi je suis très heureuse du ratio que j'ai trouvé entre mon métier, mon bien-être en dehors de mon métier et aussi mon bien-être dans mon métier en fait. Peut-être qu'il faut prendre plus soin de soi. Quand je vois des vétos qui font des gardes, qui sont très seuls, et qui n'ont pas de moment pour eux, en fait, ça me fait de la peine. Je suis très attachée à l'idée qu'assumer son propre bonheur et son propre équilibre, c'est la première mission qu'on a. Oui. Sur mon site internet, sur les réseaux sociaux, par mail, sur le mail qui est sur mon site internet. Je pense qu'il y a encore beaucoup de généralistes ou de structures qui ne sont pas du tout formés dans le comportement. Parler du comportement, c'est d'abord parler d'éthologie, de lecture du chien, de relation avec le chien. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de structures où les vétos ne se sont pas intéressés à ça. Je pense qu'avant de parler de pathologie du comportement, c'est bien de refaire de la formation au comportement de base, quoi. Quelle que soit l'école de comportement, tout le monde utilise des médicaments. Le médicament, il est reconnu, c'est publié. Quand un comportement a perdu complètement sa flexibilité, que l'animal est dans une réponse hyper rigide à l'environnement, sans pouvoir adapter sa réponse à l'environnement, qu'on est dans le cadre d'une pathologie, le médicament, il va notamment permettre de re-rendre la séquence comportementale flexible. Après, il y a aussi que en psychiatrie vétérinaire, comme dans toutes les disciplines, tu soignes le symptôme qui est gênant. Donc en comportement, c'est pareil, si on a des médicaments, il n'y a pas de raison de s'en priver. Mais par contre, ce qui soigne l'animal, c'est pas le médicament, c'est la thérapie comportementale.